Les grandes gueules d'Ada. Merci de nous rejoindre évidemment dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Les GG sur Radio Espace, lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus manifestement clairement une préoccupation et une priorité majeure, ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel. On se retire. Fin de citation. Mesdames et messieurs, évidemment, ces déclarations sont de Khalifa Gassama Diaby, ex-ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il est notre invité ce matin chez les grandes gueules. Avant de continuer le débat, beaucoup de réactions déjà avec ces auditeurs qui sont très nombreux à réagir via Twitter, entre autres, hashtag EspaceGG. On a cet auditeur, Stirado Diallo, qui réagit. Bonjour Lamine et à toute l'équipe des GG. Khalifa Gassama Diaby est très mûr dans la tête et très cohérent dans ses prises de décision. Il est loin de ces pyromanes aveugles qui défendent les idéaux du PRAC sans se soucier de l'avenir du pays. C'est Siradio Diallo qui nous envoie ce message. Lamarana Yemberin aussi nous écrit ce matin. J'ai l'impression que les gouvernants aujourd'hui, en complicité avec une partie du CNDD, n'ont pas intérêt qu'il y ait justice. Il parle évidemment de notre sujet voilà, qu'on a débattu en première partie de l'émission. Hashtag Espace GG, DTS qui réagit. Bonjour les GG, je prie Dieu qu'il garde M. Gassama Diaby pendant longtemps, car ce pays a besoin de cadres comme lui quand il y aura un vrai changement en Guinée. C'est évidemment un auditeur, hashtag GG toujours sur Twitter. Ils sont trop nombreux d'ailleurs à réagir. Cabinet Foufana aussi qui réagit. Monsieur Gassama, vous décrivez l'état de décrépitude de la société politique à tel point que l'on en perçoit poussé à l'aune de votre point de vue. Alors, pensez-vous que ceci se résoudrait qualitativement en n'étant pas engagé politiquement? Il pose cette question ce matin. Sinon, on a cette autre réaction. Tondi Modé qui réagit. Le ministre Khalifa Gassama, c'est l'incarnation directe de tout ce qui est bien conçu, s'annonce clairement et les mots, pour le dire, viennent aisément. Trop de clarté dans les propos, un vrai homme de conviction. C'est une dame qui nous envoie ce message. Kerno Nousso aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour les GG, je suis très heureux d'entendre mon idole Gassama Diaby car il est une référence pour la jeunesse ambitieuse. On a cette autre réaction aussi, Oulouad qui réagit. Bonjour les GG, Lamine, bonjour à toute l'équipe. J'ai pensé que ce procès, il veut dire du 28 septembre, est purement politique. Toumba est toujours incarcéré à la prison. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec quelques réactions des auditeurs. Mohamed Foufana qui réagit. Bonjour les GG, la mobilisation de Kindi a été de taille. Bravo Lamine. La date du 28 septembre 2009 est une date qui assombrit donc l'histoire de la Guinée. Il faut donc absolument un procès pour le respect de la mémoire des victimes. J'ai encore très mal quand je me rappelle que ces leaders qui ont été blessés ont reçu 2 milliards de francs chacun. Alors que ceux qui sont morts n'ont rien reçu, les handicapés à vie aussi 0 francs. C'est une méchanceté aiguë. Qu'aucun avait même annoncé la création d'une fondation pour honorer à jamais la mémoire des victimes. Malheureusement, ce n'est que des pleurs caricaturés. Justice pour les vraies victimes. Procès, oui, c'est possible. C'est Mohamed Foufana, RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. On reste avec cette autre réaction de Alpha Moussa Makadiabi. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. Non, les GG, dire que Alpha Condé ne s'est jamais investi pour la tenue du procès du 28 septembre relève de la mauvaise foi sans limite, alors que lui-même, à travers les cadres de RPG, ont été une victime de ce jour. Le président a ordonné l'organisation d'un procès préparé et ouvert sans aucun règlement de compte. Bonne journée et très excellente émission à monsieur le ministre Gassama Diaby, en espérant qu'il puisse employer le français facile. Voilà. Allez, on a cette autre réaction évidemment. Paul Fatia Tunkara qui réagit. Le monsieur là, juste spécial. Je suis enveloppé de chair de poule en l'écoutant. Il m'inspire. Bonjour à toute l'équipe. Titi, on continue l'émission avec le ministre Gassama. Avec notre invité. Monsieur le ministre, donc on le rappelait dans la première partie, notamment à travers le libellé de Lamine, que cela fait 10 mois que vous avez quitté le gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassoulou-Fofana. 10 mois après votre démission, votre départ de ce gouvernement, quel regard vous portez sur
ce gouvernement, sur la gouvernance en général. On va revenir secteur par secteur tout à l'heure. Mais comment, de loin, vous continuez à apercevoir l'action de ce gouvernement et du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, et que pensez-vous du travail qu'accomplit votre successeur à la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté? Quand j'étais dans le gouvernement, je disais à mes collègues et au chef de l'État, vous m'avez fait confiance pour défendre les valeurs qui sont liées à ces questions des droits humains, de l'unité de la nation guinéenne. Je vous ferai le devoir et je m'en ferai un de dire exactement ce qui est, que cela plaise ou pas. Mais en politique, il y a aussi le principe d'élégance. Et je leur disais, tant que je suis dans le gouvernement, je dirai exactement ce qui va dans l'intérêt des Guinéens. Oui. Et ce qui est conforme aux lois de la République. Quand j'y quitterai, je ne commenterai plus l'action du gouvernement. Pour moi, c'est un devoir d'élégance. Permettez-moi donc de ne pas commenter l'action du gouvernement auquel j'ai appartenu mais non, et dont j'assume. Mais non, monsieur le ministre. Ah non, permettez-moi. Je vais finir. Ça ne peut pas passer, je vais monsieur finir. le ministre. Alors, permettez-moi. Oui, un peu de cohérence quand même. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un citoyen libre maintenant, monsieur le ministre. Je vais finir. Vous l'avez dit vous-même à 9h. Ouais. Oui. Je vais finir. Oui. Monsieur Guirassi. Vous devez rester jusqu'au bout. Monsieur Guirassi. Oui. Je peux finir. Allez-y, monsieur le ministre. Ben oui. Voilà. Mais on a envie de vous entendre. C'est très important. Vous êtes un citoyen libre. Vous avez insisté sur le mot libre. Monsieur Guirassi. Oui, monsieur David. Oui, allez-y. Bon. Quand on est libre, on est aussi libre de choisir de faire le choix. Bon. Je vais finir. Allez-y, monsieur le ministre. J'ai tout dit. Oui. J'ai tout dit. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le gouvernement. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait une seule question dans ce pays qui ait été posée quand j'étais dans le gouvernement ou avant d'être dans le gouvernement sur lesquelles je ne me suis pas exprimé. Mes avis n'ont pas changé. En clair? Mais en clair. Oui. Pour ce qui est du respect de la loi. Oui. Du respect des droits humains, des libertés publiques, le principe de justice entre les Guinéens et pour chaque Guinéen, le principe d'égalité, la neutralité de l'administration, le respect des lois de la République. Rien n'a changé sur mon position. Je dis techniquement, j'ai été un ancien ministre. Je ne veux jouer ici ni un ancien ministre qui serait frustré et qui viendrait parler, ni quelqu'un qui voudrait s'attirer. Non, je ne dis de nom de personne. Je ne fais jamais d'attaque individuelle. Ni quelqu'un qui voudrait s'attirer je ne sais quelle grâce. Je dis simplement, je dois à moi-même ce devoir d'élégance et je prie les Guinéens qu'ils me le comprennent. Je ne veux pas commenter aujourd'hui. S'il y a une actualité dans le pays, je commente. Mais quand vous dites sur toutes ces questions, votre position n'a pas changé, ça veut dire quoi? C'est que la loi n'est pas respectée. Par exemple, sur la question de l'interdiction des manifestations, c'est une décision qui date de l'époque où vous étiez de ce gouvernement. Je l'ai dénoncé. Et elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Est-ce que vous regrettez ce choix politique qui est fait par le gouvernement que conduit M. Kassori Fofana, qui est également toujours dans sa logique de préférer l'ordre à la loi, parce que agissant dans la même logique, à ne pas permettre, il a redit plus d'une fois, et ne permettra pas, par exemple, de manifestations sur l'autoroute, considérant que c'est la seule voie qui reste donc économique et pour notre pays. Ni à Kaloum. Comment vous réagissez à cela, le fait que le gouvernement continue donc d'embrigader cette liberté politique? Mais enfin, quand j'étais dans le gouvernement, je l'ai dénoncé. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute dessus? Je vais revenir dire exactement ce que Moussaï revient en témoin. Je l'ai dénoncé fermement, très clairement, et j'étais dans le gouvernement. Après votre départ, le ministre, pas des moindres, a jeté aussi l'éponge, le ministre Cheikh Sako. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce départ. Les démissions, je l'ai dit tantôt, sont des décisions intimes et personnelles. Je crois que la meilleure personne qui soit mieux placée pour commenter la décision de Maître Sako, c'est Maître Sako lui-même. Mais un commentaire quand même sur les raisons qu'il a avancées, parce que vous avez dit que vous étiez incompris, mais lui il a plutôt dit, il a son opposition à un changement de constitution, on va en parler tout à l'heure, le fait que
disait-il à l'époque, que le projet de modification de la Constitution, de changement constitutionnel a été fait sans lui et que lui-même, il n'adhère pas à cette idée-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que finalement, à sa place, vous auriez eu la même démarche, même si vous êtes parti un peu avant, et est-ce que vous le comprenez? Écoutez, bien sûr que je le comprends, mais je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour commenter le choix du ministre d'État Ahmed Sako de partir. C'est lui qui peut commenter son propre choix. Maintenant, sur les questions qu'il a évoquées, quand on viendra sur ces questions, vous connaîtrez mes avis à moi. Je vais pas nous commenter. Nous y sommes déjà parce que il y a quand même un débat. Avant Jacques, il faut on a besoin de son regard. Oui, son successeur Taran Diallo qui vous a remplacé à la tête du département. Je sais que vous n'avez pas commenté à ce niveau aussi, mais on a envie de vous entendre sur les actions de votre successeur. Et également l'insécurité qui bat son plein à Conakry. À longueur de journée, il y a des morts et autres. Vous ne me direz pas que vous ne direz pas un mot sur cela. Ah ben si, l'insécurité, je dirais un mot si vous voulez. Vous en pensez mon successeur, bien entendu. Vous voyez juste. Oui. Je ne commenterai pas les actions de mon successeur. Mais on apprend qu'il est plus mieux que vous parliez à l'époque, mais lui, depuis son arrivée... Oula, Antoine. Il ne parle pas. Il parle pas. Diallo, il ne parle pas quand même. Il n'y a aucune action. On estime que son bilan, comparé au vôtre, il est très négatif. Vous en dites quoi? Je serais prétentieux de comparer... Famélique. Je serais très prétentieux de comparer. Je ne commenterai pas les actions de mon successeur. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi le principe d'élégance. Je ne commente pas celui qui m'a remplacé, et je ne commente pas le gouvernement en tant que tel, comme structure de la République. Je ne porte pas le regard d'ancien ministre en partant. C'est trop facile. J'ai fait des choses quand c'était difficile, quand j'étais dedans. Là, je suis plus ministre, je suis dans vos studios, je peux dire tout ce qui me passe par la tête. Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu. Je ne commente ni pour mon successeur. On va donc aller à cette question de constitution. Parce que le ministre Cheikh Sako, justement, on pourrait même dire que c'est lui de l'intérieur qui a pu, à un moment donné, nous donner l'assurance que le gouvernement est en train de travailler véritablement sur ça, avant que le Premier ministre organise une conférence et engage tout le gouvernement à aller vers une nouvelle constitution. Aujourd'hui, de l'extérieur, comment est-ce que vous voyez ce débat-là évoluer? Est-ce que nous devrions avoir un tel débat maintenant, un débat sur un changement de constitution? Écoutez, premier principe, en démocratie, tout peut faire objet de débat. Ce n'est pas le problème. Deuxième chose, il faut qu'on apprenne en Guinée à débattre, non pas à s'insulter, quels que soient les désaccords. Quand vous prenez ce débat actuel, j'entends des mots sidérants que les uns et les autres se renvoient. Mais on oublie une chose en Guinée, à chaque fois qu'on est en crise, on joue la fin de l'histoire. À chaque fois qu'on est en période de crise, on oublie qu'on en sortirait. Et que lorsqu'on a fini avec la crise, ou qu'on arrive à des moments qui sont censés être des moments apaisés, ces moments ne le sont pas, puisque pendant la crise, on a préparé les ingrédients pour rendre les moments apaisés et non apaisés. Parce que les mots paraissent simples, mais elles peuvent construire la paix et elles peuvent détruire la paix. On peut être ferme, intransigeant, sans être humiliant, sans être insultant. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat, en tout cas, en ce qui concerne la Constitution, vous le savez très bien. Les articles qui plombent, un petit peu comme quoi on ne peut pas toucher du tout, monsieur le ministre, ça, vous le savez. Je vous dis, oui, ce que je vous dis. Oui. Je ne parle pas de l'issue des choses. Je dis qu'en démocratie, on peut débattre de tout. On a le droit de dire. On peut dire. La question n'est pas de dire. La question est de faire. À partir du moment où les gens disent, un citoyen peut dire ce qu'il pense, on n'est pas le seul pays au monde. Si vous prenez l'exemple de la France, il y a tous les débats possibles. Il y a des débats qui ne sont pas interdits. Il faut qu'on apprenne, pas simplement à se limiter à l'aspect de dire ça on débat, ça on ne débat pas. Mais la question c'est quoi? C'est quoi votre regard sur ce débat qui a cours dans le pays, qui a amené même le chef de l'État en personne à prendre la parole et à instruire des consultations nationales qui sont en train d'être menées par son Premier ministre. Et elles ne sont pas terminées. Le président l'applique à partir d'une rencontre avec ses partisans à New York, appelle à aller au référendum.
une manière donc de siffler la fin des consultations. Cette volonté qui est exprimée donc au plus haut niveau par le président de la République d'aller à un référendum, qui est perçue par ses adversaires politiques comme une opportunité pour lui de s'offrir un mandat de plus à la tête de la Guinée, donc au-delà des limites constitutionnelles fixées au mandat présidentiel en Guinée. Les grandes gueules. Comment vous regardez toute cette agitation politique dans notre pays? Vous pensez aujourd'hui que la volonté de M. Alpha Condé, c'est d'aller à ce référendum pour s'octroyer un troisième mandat? Et comment vous comprenez la réaction de ses adversaires? Voilà, et le refus de l'opposition, évidemment, de participer à cette consultation nationale, je parle de l'UFR, entre autres, l'UFDG, FNDC, entre autres. Vos premières questions étaient sur le débat, le concept de débat. Je dis, en démocratie, on peut débattre. Et c'est même la vertu de la démocratie. Voilà, le débat existe. Même quand il y a des accords profonds, on peut débattre. Ça, c'était la première question. Ce n'était pas le sujet de fond. Et il faut le rappeler. Et que la vertu du débat est un élément essentiel du système démocratique. Maintenant, pour ce qui est de la question du référendum et du troisième mandat, je crois que vous voyez, il y a deux questions dans ces libellés. Deux. Il y a en soi la question du référendum, le référendum en tant que tel, en théorie, et la question du troisième mandat ou d'une possibilité pour le chef de l'État actuel de se représenter après ce référendum. D'accord? Si le débat est qu'il faut un référendum et que l'issue de ce référendum est essentiellement de permettre au chef de l'État de se représenter soit pour un troisième mandat, soit, comme certains le disent, pour un premier mandat d'une nouvelle république, je vais vous dire une chose. Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous dire mon état d'âme. Il y a des moments qui sont les plus tristes dans nos vies. C'est quand on est amené à s'opposer aux gens qu'on a connus, pour lesquels on a de l'amitié, pour lesquels on a du respect, pour lesquels on a de l'affection. Et quand, parce qu'on a des convictions profondes et qui nous sont chères et qui sont nécessaires pour le pays, mais qu'on ne doit pas, malgré tout, trahir ces convictions, les grandes gueules. Alors c'est pour moi une grande tristesse de vous dire ce que je pense. Je pense qu'il n'est pas moralement, politiquement et juridiquement, il n'est pas défendable, il n'est pas concevable, il n'est pas admissible de permettre au chef de l'État actuel de se représenter pour un troisième ou un premier mandat d'une nouvelle république. J'ai eu l'occasion de dire au chef de l'État, pour qui je le répète, j'ai un grand respect et une grande affection et une grande amitié, malgré mon départ. Ouais. Je suis loyal en amitié, je suis un affectif. J'ai eu l'occasion de lui dire qu'il représente quelque chose dans ce pays, dans notre espérance démocratique. Si on lui permet, ou si lui-même décide de vouloir cela, il aurait détruit l'espérance démocratique de ce pays. On ne peut pas le permettre. Ce n'est pas un opposant qui lui parle, c'est son ami qui lui parle. Ouais. Ce n'est pas admissible. Maintenant, si le référendum en tant que tel, en théorie, si le chef de l'État a des visions institutionnelles, veut changer, transformer ce pays dans le fonctionnement des institutions, et qu'il a une volonté réelle et sincère de dire « je veux faire un référendum pour doter ce pays d'institutions fortes avec une transformation radicale de la structure de nos institutions et de l'État », il suffit de deux choses. Qu'il s'adresse au peuple et qu'il dise au peuple qu'il ne se représentera pas. Ouais. Il n'a pas l'intention. Le fait est qu'il ne l'a jamais dit. Mais les grandes gueules. qui s'adresse au peuple. Je ne suis pas là pour lire dans sa tête.
Je suis là pour dire une situation du pays. Si c'est le cas, qu'il s'adresse au peuple, à l'opinion nationale et internationale, et qu'il leur dise, j'ai des ambitions démocratiques pour ce pays, je veux, avec la participation de tous les acteurs politiques, de la société civile, des acteurs socio-professionnels, des acteurs religieux, de citoyens, qu'autour de la table, nous discutions de quelque chose, mais que quoi qu'il arrive, il y a 2 conditions fondamentales qui ne peuvent être trahies en aucune manière. Ce que lui, il se présente, ou que cette constitution soit une occasion pour éliminer un candidat ou un autre. Si les 2 conditions sont réunies, dans l'absolu, la dynamique d'une nouvelle constitution est par définition imaginairement en doctrine du droit, est une dynamique de non-droit. On n'est plus en droit. Quand vous vous placez dans une posture de créer une nouvelle constitution, vous vous placez dans une zone de non-droit. Donc ça devient une dynamique politique et pas juridique. Mais je le dis avec le cœur qui saigne, parce qu'il a été mon chef, il a été mon président. J'ai eu l'honneur d'être dans le gouvernement sous son autorité. C'est son ami qui lui parle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'admettre pour ce pays. On ne nous dit pas. Ceux qui sont contre le 3e mandat ou le premier d'une nouvelle république ne sont pas contre parce qu'ils sont pour quelque chose ou quelqu'un. Mais parce que pour une fois dans l'histoire de ce pays, il faut qu'on en finisse avec les vieilles pratiques qui ont amené ce pays à toujours reculer. Je suis donc très triste de cette situation et je le supplie de résister à cette tentation. C'est un fils qui lui parle, c'est un ami qui lui parle, de résister à cette tentation. Il est parfois plus courageux de renoncer que de s'entêter. Bien. Monsieur le ministre, Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher. Il y a la consultation nationale en cours à la primature avec les acteurs qui se relaient au quotidien. Et votre avis d'abord sur ces consultations nationales et votre point de vue sur le refus du FNDC d'y participer. Écoutez, en théorie, en démocratie, dialoguer est toujours une vertu. Après, il appartient à chaque acteur. Vous savez, les grands légales. Je vous l'ai souvent dit. Parfois, dans notre pays, il y a des débats futiles, et des débats qui ne nous font pas avancer. Il appartient aux acteurs politiques et à des structures de la société civile ou au mix, je ne sais pas comment le dire. C'est leur liberté de ne pas vouloir participer à un dialogue. Mais en théorie, le principe du dialogue et du débat en démocratie est une vertu essentielle pour notre pays. Je crois qu'il est important. Il y a une chose qui est essentielle et qu'il faut que chacun d'entre nous ait à l'esprit. Derrière ces jeux, ce théâtre politique, il y a des vies humaines, il y a des souffrances humaines. Les Guinéens ont besoin maintenant qu'on s'occupe d'eux. Qu'on ne passe pas notre temps à des querelles. Et on sait très bien que les fondamentaux, les paradigmes dont je parlais tout à l'heure, tant qu'ils sont là, et il faut le dire, le combat pour la démocratie en Guinée ne se limite pas au combat pour mandat ou pas mandat. Nous avons des réels problèmes structurels et fonctionnels et dans la société guinéenne, et dans les partis politiques, et au niveau de l'État, de la construction d'une démocratie en Guinée. Mais je dis aussi ceci. À ceux qui sont contre le 3e mandat ou le premier d'une nouvelle, peu importe, et à ceux qui sont pour, qu'on pèse nos mots. Lorsqu'on traite ceux qui défendent le référendum, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, si le référendum isolé de la question de mandat est une question, le référendum jumelé de la question de mandat est une autre question. Quelle que soit la question. Si une partie des Guinéens, dans un désaccord, traite ou se traitent les uns les autres de criminels,
Je pose la question ici et que les Guinéens y réfléchissent. Une fois cette bataille terminée, comment vivra-t-on avec des criminels? Comment vivra-t-on avec les assassins? Comment on les appelle? Il faut qu'on pèse nos mots dans les débats, quelle que soit la profondeur. On va parler politique, parce monsieur que le ministre. ceux qu'on considère comme des criminels, entre guillemets, comme on le dit, sont des Guinéens. Ils seront là demain. Il va falloir vivre avec eux. Donc, il faut que dans nos mots, quelles que soient nos intransigeances, nous relevons. Il faut relever le débat en Guinée. Il faut donner de la dignité d'ailleurs, au QG des partis politiques, entre autres, monsieur le ministre, c'est lui qui annonce, d'ailleurs, la reprise des manifestations de rue à Bakadalo. On a reçu aussi le ministre de la Sécurité. Il appelle à la mobilisation des Guinéens pour barrer la route à ce projet de 3e mandat. Et en face, il y a le ministre de la Sécurité qui est monté au créneau, qui a clairement indiqué que l'ordre public sera établi, en trois sera maintenu, vaille que vaille, coûte que coûte. Donc, une manière de dire que l'État matera en cas de manifestation. Et cela, ce climat politique, est-ce que ce climat politique vous inquiète? Évidemment, c'est inquiétant. Nous savons très bien comment ça se passe dans ce pays, avec combien de vies humaines ont été fauchées dans nos pays. Qui s'en souvient? En dehors des familles qui sont seules et qui sont tristes d'avoir perdu un des leurs. La vie humaine est-elle sacrée dans ce pays? Maintenant, ce que vous dites, est-ce que des concitoyens ont le droit de manifester pour exprimer un mécontentement, un désaccord? C'est un droit constitutionnel. C'est simple. L'État a le devoir de maintenir l'ordre public. Ça aussi est une mission essentielle de l'État. Mais l'ordre public et le droit de manifester doivent les uns et les autres s'exercer dans un cadre qui soit conforme aux lois de la République. Que ceux qui manifestent, qui a un droit constitutionnel essentiel, manifestent dans le respect des lois, et que l'État, le rôle de l'État n'est pas de c'est de maintenir l'ordre. D'accord? Bon. Mais le fait que le gouvernement continue d'interdire la tenue des manifestations, d'interdire les manifestations politiques, est-ce que cela ne représente pas une source de tension possible à venir, au moment où les opposants à une telle initiative prendront les responsabilités, donc de rompre les chaînes et de descendre dans les rues pour, en tout cas, défendre ce qu'ils estiment être leurs droits? Je voudrais simplement juste remarquer ceci. Quand cette situation s'est posée, conformément à la mission que le chef de l'État m'a confiée, je me suis élevé contre cette décision parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Elle est contraire aux lois de la République. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et d'ailleurs, on ne peut pas remettre en cause un droit constitutionnel par un acte juridique très inférieur. Bon, ça, c'est un débat technique dans lequel on ne va pas rentrer. Ça, c'est d'abord le principe de base. Mais je voudrais quand même remarquer ceci, ou faire remarquer ceci. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, on a souvent vu en Guinée les acteurs politiques se lever pour faire des manifestations dans des cadres électoraux, mais il n'y a pas eu d'indignation par rapport à cette décision. Maintenant, comme vous le dites, est-ce que c'est une source de tension? Bien sûr. Quand vous privez les gens de leurs droits et de leur liberté, c'est une source de tension. Partout où il y a l'injustice, il y a un risque de violence et de tension. C'est comme ça. Donc, la meilleure façon d'éviter de la violence, d'éviter des souffrances, c'est d'éviter l'injustice. La meilleure façon de garantir la justice, c'est de rester toujours ferme dans un cadre de légalité. La loi, la fermeté de la loi suffit. Mais rien que la fermeté de la loi. Si vous rajoutez à la fermeté de la loi des intentions subjectives ou personnelles, vous sortez du cadre démocratique. La loi est ferme quand il y a manifestation. Ceux qui posent des actes qui sont contraires à la loi, mais l'État doit effectivement, par la justice, sanctionner, mais par principe, la liberté de manifester reste d'ailleurs dans un système démocratique une liberté fondamentale. Monsieur le ministre, à ce référendum qui est donc annoncé, comme on l'a déjà dit, par le président de la République, il y a des élections législatives. La date est déjà donnée aussi, c'est pour le 28 décembre. Sauf que
il y a beaucoup de questions qui restent posées, notamment liées à l'organisation de ce processus, la question du fichier électoral, mais également la participation effective de l'opposition à toutes les décisions qui vont concourir à l'organisation de cette élection. Il se trouve aussi que, là vous étiez encore au gouvernement, que le mandat des députés a été prorogé sur décision donc du président de la République, avalisé par... Là, vous n'y étiez plus, donc prorogé de toutes les façons sur demande du président de la République. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui d'abord ce Parlement qui n'est plus légal et ces élections qu'on veut s'empresser à tenir d'ici la fin de cette année? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans ce studio que j'avais un principe de base, même quand j'étais dans le gouvernement, c'est que les débats électoraux, que mes concitoyens respectueusement me pardonnent l'expression, en Guinée, je m'en fous. On se fout des Guinéens avec les débats électoraux. J'en ai rien à faire des débats électoraux. D'accord? Un coup, les gens sont par là. Un coup, ils se retrouvent, ils se mettent d'accord. Un coup, ils sont pas d'accord. Un coup, ils menacent. On se fout des Guinéens. D'ailleurs, ma position intellectuelle personnelle est que dans ce pays, il va falloir régler un certain nombre de choses très clairement avant de faire croire aux Guinéens que les solutions sont dans ces querelles électoralistes et électorales de base. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Donc, excusez-moi un peu, mon cher Jacques. Vous n'avez pas envie de parler, mais vous avez dit... J'ai pas envie de parler. Mais vous avez dit quelque chose de très essentiel. Vous dites qu'on se fout des Guinéens. Oui. Ça veut donc dire opposition et mouvance. Absolument. Disent à un moment donné qu'ils ne sont pas d'accord. Mais après, ils se mettent d'accord. Après, ils ne sont pas d'accord. Après, ils se mettent d'accord. Oui. Pendant ce temps, les Guinéens tirent le diable par la queue. Il y a un paradoxe. Donc à la fin, c'est le peuple Permettez-moi. Quand même. Ne trouvons-nous pas qu'il y a quelque chose de délirant dans l'évidence, dans le bon sens? Nous sommes un des pays les plus riches au monde et nous avons une des populations les plus pauvres au monde. Et on nous bassine matin, midi et soir avec la complicité des Guinéens eux-mêmes. Parce que quand vous ouvrez les radios en Guinée le matin, vous l'ouvrez le soir, vous n'entendez que la politique d'un côté et de l'autre. Et les Guinéens eux-mêmes ont oublié que l'essentiel de la politique, c'est leur bien-être. Oui. Moi, je n'ai pas envie de parler de ces élections ou de ces querelles ou de la tenue des législatives ou pas. Je dis simplement, si les Guinéens veulent que les choses changent, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à être exigeants avec eux-mêmes et à être exigeants avec ceux qui les gouvernent et ceux qui prétendent les gouverner demain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a toujours, depuis combien d'années dans ce pays, c'est que des querelles électoralistes, élections, et avant d'aller aux élections, c'est des conflits. Pendant l'élection, c'est des conflits. Quand vous en sortez, c'est des conflits. Mais écoutez, moi j'ai autre chose à faire que de commenter ces sujets-là. Ouais, allez-y, Antoine Koroma. Qu'est-ce que le bien-être des populations vous importe? On va parler de quelques éléments essentiels, notamment de l'insécurité dont on parlait tantôt dans le temps de l'émission. On a suivi des Guinéens victimes de bandits. Et notre confrère Tamba Zakari Midouna en a été victime également. De loin, vous voyez comment le phénomène d'insécurité qui bat de l'aile? Ben, c'est préoccupant, c'est inquiétant, et c'est une des missions essentielles de l'État de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette absence d'insécurité est une préoccupation pour nos concitoyens et il revient à l'État de prendre des mesures fortes dans le cadre des lois de la République pour vraiment protéger la vie de nos concitoyens et de leurs biens, et que d'ailleurs les souffrances quotidiennes ne viennent pas se rajouter en plus cette inquiétude de marcher la nuit, de rentrer chez soi, même quand les gens sont chez eux. C'est quand même un droit essentiel, le droit à la vie, le droit à nos biens, à la protection de nos personnes, de l'intégrité physique, morale et de nos biens. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un devoir essentiel. Comment comprendre qu'en 9 ans, jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle des unités d'intervention, qu'elles disent qu'elles n'ont pas de carburant, ou que le pneu de la voiture est crevé, tout cela, est-ce que vous comprenez cela? En 9 ans, le numéro vert qu'on n'ait pas de solution définitive au problème d'insécurité. Mais comment voulez-vous que je comprenne cela? Quel bon sens peut comprendre cela? C'est le devoir de l'État de faire en sorte que les Guinéens soient protégés.
Un État qui ne protège pas ses citoyens, ça sert à quoi? Ouais. Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin. Un mot de l'insalubrité. Sur les droits de l'homme, c'est une question quand même qui lui tiennent à cœur. Parce Justement. que ces derniers temps, notamment quand on parle d'interdiction de manifestation, c'est une violation des droits de l'homme. Vous avez aussi suivi l'actualité des personnes à qui on arrache la vie banalement et il n'y a pas de procès. On a suivi ces derniers temps beaucoup de cas de viol sur mineurs, de meurtres. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis votre départ? Ou bien c'est peut-être parti de mal en pire? Vous savez, Moussa Yoro, vous le savez, combien de fois on s'est battu aussi ensemble. Je connais votre combat sur ces questions. Mais cela, évidemment, au-delà de son aspect choquant, inadmissible et attristant, vous savez, ça rappelle quand même une chose. Et j'y viendrai tout à l'heure dans la conclusion. Quand on viole les enfants dans ce pays, quand on viole les femmes, appelez une manifestation. Vous verrez combien de personnes descendront dans la rue. Appelez demain une manifestation pour aller soutenir des politiques. Vous verrez combien de personnes descendront dans la rue. Je dis aux Guinéens, et qu'ils le retiennent très bien, les peuples n'ont des gouvernements et des politiques que ce qu'ils méritent. Les Guinéens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On ne défend jamais. On ne descend jamais. C'est la société civile, avec des femmes braves, des hommes braves, qui passent leur temps, qui ont une vie famille, qui abandonnent, qui passent leur temps pour défendre les valeurs. Les Guinéens, d'un côté, réclament des valeurs dont ils ne sont pas dignes. Quand on viole les enfants, les bébés, les femmes sont victimes de violences inouïes dans ce pays. Appelez à une manifestation, vous ne verrez personne dans la rue, en dehors de ceux qui sont concernés. Et ce sont les mêmes citoyens qui viennent vous parler de démocratie. La démocratie, c'est un tout. Et c'est une valeur, c'est une totalité. Si nous voulons être dignes des valeurs démocratiques, il faut que nous soyons fidèles à toute la totalité de ces valeurs et que, en ce moment, nous pouvons exiger de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui veulent nous gouverner demain, on peut leur exiger d'être conformes à ce que nous souhaitons. Je vais vous dire ceci. Et que les Guinéens, mes compatriotes, me pardonnent. Je le dis avec respect et considération, mais je dois le dire ainsi. Oui. Les bons peuples n'ont que des bons gouvernants. Les mauvais peuples ne peuvent en prétendre autrement. Ouais. Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin, il est bien seul dans le gouvernement aujourd'hui. Je parle de Tibou, entre autres. Vous le manquez, je vais le dire comme ça, parce que depuis votre départ, on ne sent plus d'action dans ce sens-là. Il est bien seul, ce monsieur Tibou Camara. Vous savez, et je remercie mes parents, ma mère, paix à son âme, et mon père qui est à Kindia, que je salue encore très respectueusement, puisque c'est une de mes raisons de vivre, et c'est le socle de ma vie. Et mes maîtres qui m'ont appris à l'école, que ce soit à Kindia ou plus tard en Europe, on m'a appris une chose, c'est de dissocier les choses. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai connu Tibou, il n'était pas encore en Guinée. C'est mon ami. C'est un ami, c'est un frère. Ceux qui nous connaissent savent l'affection que nous partageons, bien sûr. Et dans le gouvernement, il y a d'autres aussi qui sont des grands frères. Non, mais je fais exprès de faire un focus sur lui. Parce que, personnellement, à la fin de l'émission, on va venir sur le jeu de photos. Non, c'est essentiel la conclusion. Je crois qu'en Guinée, il faut qu'on apprenne aussi à dissocier les choses. Tout n'est pas politique. On peut être en désaccord politique avec les gens et aussi avoir de l'amitié pour ces gens, avoir de l'affection pour ces gens. Il faut que nos compatriotes ne tombent pas dans le piège de ne rester que dans le strict cadre de lecture politicienne des choses. Si vous n'avez pas la même opinion que quelqu'un, il ne peut pas être votre ami, il ne peut pas être votre frère, vous ne pouvez pas vous entendre, ça serait une erreur grave. Qu'est-ce que vous attendrez de Tibou Camara, qui a été impliqué par son Premier ministre, tout comme tous les autres membres du gouvernement, pour un soutien à la cause d'une nouvelle constitution? Qu'est-ce que vous attendrez de lui lorsqu'il s'agira d'établissement d'une nouvelle constitution pour permettre à Alpha Condé d'avoir un troisième mandat? Qu'est-ce que vous attendrez de lui?
Mais connaissant l'homme. Mon cher grande gueule. Vous n'imaginez quand même pas. Il est terrible, Abaka. Oui, c'est un dialogue. Je vais régler ça après avec lui. Vous n'imaginez quand même pas. Il ne le fera pas. Que c'est à l'antenne. Ici, que si j'ai un conseil à donner à mon ami et frère, je le ferai à l'antenne. Ça, c'est un. Deuxièmement, Thibault est un homme suffisamment averti et qui a une expérience de l'État dans ce pays pour intimement, en son âme et conscience, chacun est libre de faire les choix de sa vie, de faire le choix qui lui convient et qu'il pense être bon et pour lui et pour ses engagements démocratiques et moraux pour ce pays. Donc, permettez-moi... Je n'ai pas allé dans ce sens-là. Thibault Camara d'ailleurs qui réagit en direct, monsieur le ministre. Mon salut fraternel, à Gassama. Beaucoup de hauteur et de dignité. L'homme d'État n'a pas de recul hasardeux et de fausses prétentions. Il défend des principes et reste fidèle à ses convictions. Il est son d'histoire, une promesse d'avenir, le patriotisme sincère et l'humilité d'une foi inébranlable. Donc c'est Thibault Camara, le ministre d'État, qui réagit ce matin. Affectueusement à lui, moi aussi. Voilà. Les juges continuent. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Tout homme qui fera profession de roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse. Voilà, quand on fait de la télé en même temps, ça devient un problème. Allez, oui ou non, on va essayer d'envoyer le pas. Jacques Liwaleno, oui ou non? Avec le recul, monsieur le ministre, oui ou non, vous auriez pu dire non si vous saviez que tout ceci allait se passer. Vous auriez eu les difficultés que vous avez rencontrées au sein du gouvernement. Vous auriez resté sur votre non. Oui ou non? Non, monsieur le ministre, oui ou non? J'ai pas si vous saviez, si vous saviez que tout ceci allait arriver, que vous n'alliez pas être en mesure de faire ce que vous prétendez au sein du gouvernement, est-ce que votre non allait rester un non? Oui ou non? Non, je ne le regrette pas. Madame Hiro. Oui ou non, monsieur le ministre, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, que parfois on peut souffrir de dire certaines choses à un homme parce qu'il va avec des choses auxquelles vous, dans votre fort intérieur, vous ne croyez pas. Dans votre fort intérieur, oui ou non, vous croyez, vous nourrissez l'espoir qu'à la fin, en fin de compte, le président Alpha Condé ne penchera pas pour un autre mandat en République de Guinée. Oui ou non? Oui ou non? Vous nourrissez cet espoir, oui ou non? Mais évidemment, puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Vous allez avoir je nourris cet espoir. Allez-y. Et pour lui et pour sa grandeur. Allez-y, et pour la Antoine. grandeur de la Guinée. Oui, donc oui. Allez-y, Antoine. Gassama Diaby, à son départ du gouvernement, a été approché par des entités politiques afin d'adhérer à leur cause. Oui ou non? Normal. Hein? Ça, c'est normal. Oui ou non, vous avez été approché par des politiques, notamment de l'opposition. Quand vous dites approcher, bien sûr, c'est normal, c'est normal. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit oui? Oui ou non, les droits de l'homme ont reculé en Guinée depuis votre départ du gouvernement? Non, c'est très prétentieux, je ne veux pas de ce rien. C'est la même situation. Voilà. Oui ou non, vous êtes dessus de Kassori? Ah non, je fonds dessus. Allez, non, pas les questions personnelles. Mais non, s'il vous plaît. Là aussi, s'il vous plaît. Là aussi, non, oui, non. Là aussi, je vais vous faire une confidence. Oui. C'est mon ami aussi, c'est mon grand frère. L'affection, elle est sincère. Moi, je ne mélange pas le désaccord politique. Mais non. Dessus de lui par rapport à quoi? Pas politiquement. Oui ou non? C'est personnel, ça. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Mais non, mais attendez, je sais que c'est personnel. Mais il a une fonction, c'est un PM quand même, c'est un premier ministre, c'est aussi simple que ça. L'état civil, c'est le premier ministre. Voilà. Oui ou non? Alors, reprenez votre question. Oui ou non, vous êtes dessus de Kassori Fofana? On voit à l'écran. J'espère mieux de lui. Donc vous êtes dessus? J'espère mieux de lui. Vous êtes dessus? J'espère mieux de lui. Vous êtes dessus? Il a répondu. J'espère mieux de lui. Il a répondu. Bien. Intelligentsia Guinée présente l'acte 3 des J-Awards. La plus grande cérémonie de distinction de la jeunesse guinéenne. La vérité et de dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs.
Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Merci de nous rejoindre évidemment sur Espace TV. J'ai des photos, on propose quelques photos à l'antenne sur Espace TV. Vous qui nous regardez, vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Monsieur le ministre Jacques Lewalino. Alpha Ibrahima Keïta. Honnêtement, c'est pas quelqu'un que je connais bien. Ok. Voilà. Madame Yoro. Sanaba Kaba. Sanaba Kaba, humainement, c'est une dame brave pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et de respect. Sidia Touré. Sidia Touré, un leader politique guinéen. Mamadou Tarandialo. C'est le ministre qui m'a succédé après mon départ. Moustapha Naïté. Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, un ami. Diene Kaba Kondé. Je ne connais pas. Albert Damantan Camara. Un ami, ancien ministre. C'est Loudalen Diallo. Leader politique guinéen, président de l'UFDG et un grand frère. Alpha Condé. Alpha Condé, alors pour une fois, je vais commenter. Alpha Condé, l'homme qui m'a fait confiance et m'a permis de servir ce pays. Nous avons eu beaucoup de désaccords. Et je dois avouer que j'ai eu des débats avec lui, peu d'hommes politiques guinéens l'accepteraient. Des désaccords qu'il a assumés et que j'ai assumés. Il m'a permis ce désaccord et l'ensemble du gouvernement le sait. Et je veux ici lui dire que il a mon amitié, mon affection, mon respect. Et je prie Dieu et qu'il l'entoure de sagesse et qu'il renonce à toute tentation qui salirait son parcours important pour ce pays et qu'il le remette sur le chemin et qui le fera rentrer dans l'histoire de ce pays. Et je lui dis que je suis son ami, et je le resterai, mais je le déconseille très clairement, très nettement et très vivement d'aller sur le chemin d'une quelconque tentation de vouloir aller au-delà des termes constitutionnellement prescrits pour son mandat. Puisqu'il ne connaît pas Diene Kaba Kondé, je vais dire Alimatou Dalen Diallo. Ah oui, elle est de Kindia. C'est ma sœur de Kindia. Voilà. Deux anciens ministres, très rapidement, Siaka Bari et Alcine Makanera Kake. Bon, Siaka Bari, j'ai une relation très fraternelle avec lui. C'est un homme intelligent et qui a ses convictions claires sur des points idéologiques forts. Et Makanera, ancien ministre de la communication, nous avons fréquenté un moment le gouvernement ensemble. Voilà. Avec beaucoup de désaccords d'ailleurs. Oui, mais ça arrive. Vous ne parlez pas de lui, de l'homme, sur le plan en termes de valeurs, non, de principes. Mais vous savez, moi, les jugements de personne, ça me plaît pas. Pourtant, vous venez de le faire pour Siaka Bari. Oui, non, ça c'est pas un jugement, c'était une appréciation. Oui. Comment vous appréciez Makanera? Mais je pense que c'est quelqu'un qui a ses convictions qui lui sont propres et qui a ses engagements qui lui sont propres. Et nous avons eu des désaccords clairs sur un certain nombre de choses. Mais comme je le dis, en démocratie, on peut débattre de tout. Votre voisine de l'époque, Madame Martine Condé. Ah, c'est ma sœur. Oui, une dame très agréable et qui est présidente de la HAC. Voilà. Allez, monsieur le ministre, cette caméra vous appartient. On nous suit sur Espace TV. En 2 minutes, l'antenne vous appartient. En 2 minutes. Chers compatriotes, je m'exprime ici ce matin en tant que citoyen guinéen, fils de ce pays, enfant de cette terre qui m'a vu naître. Je m'exprime en homme libre, ce que j'ai toujours été, ce pourquoi je me suis toujours battu pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Parce que la liberté est une condition essentielle de notre humanité et de notre dignité. Je m'exprime sans amertume. Je ne peux l'avoir de l'amertume. Je suis parti un homme libre et avec le cœur rempli d'amour et de paix
pour ce pays et pour mes anciens collègues. Je n'ai pas de compte à régler, de combat personnel à mener. Je vous parle aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis préoccupé et attristé par l'état et la situation et les perspectives qui se dessinent pour notre pays et notre peuple. Pour vous, à quel point tous ceux et toutes celles qui restent attachés à l'honneur et à la dignité de ce pays et de ce peuple sont aujourd'hui attristés et préoccupés par l'état et l'avenir de notre pays et de son peuple. Pour vous dire à quel point les filles et les fils de ce pays sont orphelins de notre rêve collectif émancipateur et d'avenir serein et fraternel. Ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai été membre d'une formation politique dans ce pays et ça ne sera pas près d'arriver demain. Je veux rester un homme libre, choisir librement et en conscience les combats à mener et les mener jusqu'au bout s'il le faut au prix de sacrifices importants. J'ai choisi en Guinée mon parti, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mon ethnie, j'ai choisi mon maître, j'ai choisi mon combat, j'ai choisi ma liberté. C'est le peuple de Guinée, l'ensemble du peuple de Guinée, la totalité du peuple de Guinée, sans laisser personne en dehors de cette entité juridique et politique qui ne peut être que le seul lieu à incarner une politique d'espérance et de dignité individuelle et collective retrouvée. Chers compatriotes, notre situation nationale est suffisamment compliquée, attristante, préoccupante, et cela nous engage tous. Cela engage chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, en conscience, aujourd'hui et demain, pour garantir une renaissance nationale et une autre refondation morale et éthique. Un seul combat mérite aujourd'hui d'être mené par chacun d'entre nous et au bénéfice de chacun d'entre nous, celui de faire de ce pays une terre de liberté, de fraternité, de justice, d'égalité et de dignité pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Nous nous sommes pourtant englués dans un piège moral infernal dans notre pays depuis très longtemps. Au lieu de choisir la justice pour combattre l'injustice, nous préférons opposer l'injustice à l'injustice. Quelle catastrophe! Au lieu de choisir la vérité pour combattre le mensonge, nous usons du mensonge pour combattre d'autres mensonges. Quel désastre! Au lieu d'user de l'amour pour détruire toutes les haines qui nous étranglent dans ce pays, nous combattons les haines par d'autres haines. Quel drame! On ne construit pas une nation sur du sable mouvant. Le peuple de Guinée doit défendre les idéaux d'humanisme, de liberté, de justice et de démocratie, inscrits dans les lois de la République et dans les textes internationaux auxquels nous avons librement adhéré. En attendant, nous sommes tristement incapables de donner la pleine vie à ces idéaux, qui sont les principes d'égalité, de liberté, de fraternité, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le principe de solidarité, le principe de l'état de droit, le principe de citoyenneté et notre idéal de nation républicaine. Que tous ceux et celles qui ne méritent pas ces paroles à venir me pardonnent, que nos aînés me pardonnent et que nos mères et nos pères fondateurs de ce pays me pardonnent. Mais disons les choses nettement et clairement. Notre société guinéenne est malade. Notre pays est malade. Il est malade de son peuple fataliste, schizophrène et qui est manipulable à souhait. Il est malade de ses institutions qui ne représentent qu'elles-mêmes et ceux qui y trouvent leur intérêt. Il est malade de ses structures politiques qui perpétuent nos travers handicapants et deviennent les complices d'une impasse qui les sclérose. Il est malade de sa société civile qui, au-delà de sa bonne foi, n'a pas été capable de construire un discours propre, capable de critiquer, de s'opposer et de proposer sans paraître politique ou politicienne. Notre pays est malade de ses responsables religieux qui ont perdu le courage de défendre les plus faibles, de défendre la justice et la liberté au nom de l'intérêt général et de la foi religieuse. Il est malade de sa jeunesse qui est globalement devenue une marchandise et un instrument politique au service non pas de la nation guinéenne, de la patrie guinéenne, mais des individus, des groupes d'individus ou de communautés. Il est malade de ses incohérences, il est malade de ses irresponsabilités, il est malade de son immoralité, il est malade de sa structure et de sa culture de haine et d'exclusion. Notre pays est malade de notre inadaptabilité, de l'inadaptabilité de nos institutions à notre histoire, à notre culture. Il est malade de ses impasses structurelles, il est malade de ses élites, il est malade de ses responsables sociétaux et moraux, il est malade de sa cupidité
dignité honteuse et irresponsable. Il est malade de ses mensonges. Il est malade de ses fourberies. Il est malade de ses injustices. Il est malade de sa détestation du savoir et de ceux qui savent. La religion de l'argent et du gain matériel devenant plus important que les vertus éthiques et patriotiques. Il est malade de ses ambiguïtés. Il est malade de la violence concrète et symbolique. Nous sommes devenus si malades que le mal-être et la tristesse se sont emparés de nous et de notre quotidien. Regardez nos visages, nos faits et gestes, dans la circulation, dans les quartiers, dans les bureaux, dans les familles. Ils sont défigurés par la tristesse et la lourdeur de notre mal-être matériel et psychologique. Chacun devient le responsable du malheur de l'autre, justifiant ainsi sa haine de l'autre. Pendant ce temps, et depuis 60 ans, de sa grande générosité imaginaire, tous ceux qui nous gouvernent ou nous ont gouvernés et qui prétendent à nous gouverner nous jettent quelques miettes à ce misérable peuple qui s'en délectera sans honte, encore moins de colère et mieux avec les prières pour les généreux gouvernants ou ceux qui prétendent y être demain. Drôle de pays qui est le nôtre. Tout le monde a bien fait. Personne n'est responsable de rien, ni coupable de rien. Nous sommes pauvres, misérables. Nos parents et grands-parents, de Kassa à Yomo, vivent dans la misère depuis l'indépendance. Nul coupable, nul responsable. Nous sommes désormais un pays mortel, souillé. Notre âme se dissout dans nos indignités quotidiennes et honteuses. Nous nous croyons immortels. Nous ne sommes cependant plus vivants. Nos corps bougent. Notre âme se lasse de nos fantaisies suicidaires et de nos caprices égocentriques. Oui, nous sommes un pays malade et face à cette maladie collective, les discours politiques n'y feront rien. À peine sortis d'une crise, une autre frappe aussitôt à nos portes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les immeubles apparaissent, les infrastructures en tout genre apparaissent. L'humanité, elle, disparaît. Nos fraternités s'affaiblissent. Nos dignités se figent dans nos imaginaires. Face à notre incapacité et à notre refus à créer de nouveaux hommes, on relève au second plan ce qui demeure pourtant essentiel pour une nation, l'humain, la dignité, le savoir-être, le savoir-vivre, la justice, l'égalité, la liberté. Pendant que l'un apparaît, l'autre a déjà foutu le camp. Nous continuons à casser les thermomètres pour faire disparaître la fièvre. Au lieu de se poser sereinement la question des causes, nous passons notre sang à disserter inlassablement sur les effets de nos anémies et de nos maladies collectives. Mais cette affaire de troisième mandat ou de modification constitutionnelle n'est que le résultat des effets de nos maladies. Pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi chez nous et pas chez les autres? Cette question, on ne devrait même pas se le poser dans notre pays. Accepter cette hypothèse de troisième mandat, c'est tuer pour toujours notre espérance démocratique. L'accepter, ce serait une forfaiture morale grave. L'accepter, c'est valider que le passé avait raison, alors que nous savons à quel point ce passé nous coûte encore aujourd'hui. L'accepter, c'est valider l'idée que la parole, l'engagement et le serment moral n'ont plus de valeur dans notre pays. L'accepter, c'est se dédier et compromettre l'avenir de notre pays. Pour un pays qui a toujours plus besoin de repères et de socles moraux et éthiques, ce serait un désastre immense et un saut en arrière aux conséquences incalculables. J'espère qu'il est encore temps d'éviter cela à notre pays, à ce peuple, cette formule, cette prière, et je l'exprime vivement aujourd'hui. Nous avons que la haine et la destruction, parfois même l'humiliation de l'autre comme projet politique, comme projet de société, voire même comme ambition personnelle. Nous n'avons que des manœuvres, des diversions, des mensonges comme idéologie politique. Nous n'avons que la violence et l'exclusion comme vision et stratégie politique. Pendant ce temps, le souverain peuple de Guinée croupit et crève dans la pauvreté, dans la misère, dépourvu qu'il est de sa maturité, de sa responsabilité et de sa dignité. Nos systèmes de pensée, nos habitudes de langage sont truffés de mécanismes qui génèrent une violence invisible, qui peut s'immiscer dans nos attitudes et nos expériences familières, sans que nous en ayons conscience. Ceux qui n'ont plus rien à gagner n'ont également plus rien à perdre. Il faut donner à la politique sa lettre de noblesse, sa raison d'être, servir le peuple, protéger les Guinéens et leur garantir une vie de dignité, d'honneur et de juste épanouissement libre. Enfin, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à tous à nous interroger sur cette attristante et troublante réalité de notre pays. Pourquoi, en Guinée, ceux qui disent vrai ont plus peur que ceux qui disent faux?
Pourquoi il est pénible et risqué en Guinée de dire le vrai que de défendre le faux? Pourquoi dans notre pays, il est plus aisé de vivre heureux avec le mensonge que de vivre heureux avec la vérité? Je dis aux porteurs de vérité de ne pas renoncer, de ne pas avoir peur, de ne laisser entre les mains de personne la vérité. Dieu et leur vie et leur survie, Dieu les protégera, et leur dire la vérité et d'assumer sans offense, sans haine. Sinon cette vérité perd son sens et sa force. Puisque la vérité est le fondement de toute vie sociale heureuse, harmonieuse et juste. Sans elle, puisqu'elle doit être dite et défendue, y compris contre nos propres intérêts, nos propres affinités, nos propres logiques, la vérité libère l'homme de l'asservissement. Elle peut rendre triste, parce qu'elle nous impose parfois de contrarier et de peiner nos affections, nos affinités et nos intérêts. Mais elle est indispensable. Elle est le plus solide fil des liens sociaux durables et sans rupture. Parce que la vérité n'est que vérité que lorsqu'elle est dite et subie sans distinction pour ceux qu'on aime, pour ceux, hélas, qu'on dit ne pas aimer. Au regard de la déchéance morale qui frappe notre pays, la vérité comme mère de la justice, de la liberté et du fondement national sera notre libératrice. La Guinée sera ou ne sera pas, la vérité vaincra ou ne vaincra pas. Chers compatriotes, je vous le dis enfin, si vous voulez construire la Guinée, il nous faut veiller à ce que un certain nombre de vérités soient dites. Nous sommes si confortables en Guinée à tenir Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, ou Faya Milimoune, ou je ne sais quel autre responsable de nos malheurs, de nos soucis, de nos impasses, de nos échecs. C'est si confortable, mais c'est faux. Nous, peuple de Guinée, nous sommes les principaux responsables de nos malheurs et de nos misères. Lorsque le maître, le souverain peuple décide d'abandonner sa responsabilité, il devient l'esclave de la situation et ne saurait se plaindre de sa propre et lâche complicité. Il est plus aisé pour un bon peuple d'avoir de bons dirigeants qu'un peuple fataliste, sectaire, communautariste, peu sensible à l'injustice, quand il n'est pas directement concerné, peu attaché aux valeurs et aux principes qu'il dit réclamer. Ainsi, il est plus facile d'opposer les pauvres et se détester entre eux. Il est plus facile de rendre les uns responsables du malheur des autres. Il est plus facile d'indiquer un bouc émissaire. Il est écrit où que nous ne pouvons pas vivre ensemble heureux? Qui a dit cela? Qui a décidé cela si ce n'est nous-mêmes et nos propres faits et gestes? Nous nous gargarisons tous les jours d'une factice fierté nationale, alors que nous restons encore, des générations après, honteusement conditionnés par des créations anthropologiques et coloniales. Le Peul est ainsi. Le Malinké est comme ça. Le Soussou est comme ci. Le Kissi est ainsi. Le Guerzé est de la sorte. Le Thomas parle ainsi. Des schémas de pensée artificiellement construits sont si obsessionnellement transmis de génération en génération, rendant inefficient tout génie créateur et toute volonté nationale, démocratique et humaniste. Chers compatriotes, je formule ici le vœu pour que ce peuple retrouve la sérénité, pour que ce peuple accepte des valeurs sans lesquelles nous ne saurons vivre en paix et dans la justice. J'ai dit aux Guinéens, si nous voulons, si vous voulez un pays de liberté, de justice, soyez vous-même fidèles à la liberté et à la justice. Un peuple qui ne mérite pas la dignité ne saurait être dignement traité. Que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens. La démocratie est l'expression collective d'une volonté générale. Que chacun d'entre nous l'exprime sincèrement et loyalement. Vive la démocratie, vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Le ministre Khalifa Gassama Diaby était notre invité ce matin, mesdames et messieurs. On se quitte évidemment avec ces images. Il faut le rappeler, l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, est décédé aujourd'hui. On se rappelle évidemment l'homme politique. Invité par M. Gerbeau, député de l'Indre, hier à 15h15, M. Chirac, secrétaire d'État aux Affaires sociales, arrivait à Châteauroux accompagné de M. Gerbeau et reçu à l'entrée du département par le préfet M. Aurillac.
le général de Gaulle était encore au pouvoir, Jacques Chirac commençait déjà son tour de France des poignées de main, qui allait progressivement se transformer en bain de foule. Dans le genre, l'un des plus mémorables restera sa visite au Printemps de Bourges, lors de la campagne présidentielle 95. Dans un milieu moins favorable qu'un salon de l'agriculture, il sera accueilli par quelques jets de pommes et slogan « Jospin président ». Mais il aura malgré tout réussi l'essentiel, créer l'événement et s'afficher aux côtés d'artistes comme Alain Bachung. Chirac président, qu'il soit simple candidat ou déjà en fonction suprême, le slogan aura souvent accompagné ses déplacements, en particulier dans le Loiret, terre acquise à la droite, mais c'est parmi les siens, à Orléans, qu'il va connaître son plus sérieux dérapage politique. À l'occasion d'une fin de banquet un peu arrosée, il dénonce la polygamie et les prestations sociales dont bénéficieraient les immigrés et utilise une formule qui va le poursuivre. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Pour effacer ce mauvais souvenir, Jacques Chirac reviendra à Orléans en président de tous les Français, contre l'extrême droite et contre le racisme. Il tient un discours rassembleur à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc. La France qu'elle défend est une France ambitieuse, fière de son identité et de son histoire, mais aussi une France généreuse et ouverte à tous.